Ben, il faut bien ouvrir le dialogue. Nous, on peut poser quelques questions. Où est l'épiscopat catholique français? Ben ouais, c'est important. La France est une terre catholique. La fille aînée de l'église catholique. Oui, il se prononce partout, sur toutes les questions en Afrique. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre l'église catholique et les questions d'ordre politique. Mais cet épiscopat, en fait, à Paris, le président de la conférence épiscopale en France, on ne l'entend pas. Deuxième des choses, où est le Fonds monétaire international? La troisième des choses, ça je veux faire rire. Vous allez comprendre même, c'est pour faire rire. Où est l'ambassadeur du Cameroun pour demander à M. Macron, en fait, d'engager rapidement un dialogue avec les corps sociaux en France? Non, ça fait rire. Je rappelle à mon grand frère Célestin Djamène, le RSA en France, c'est 450 €. Quand vous l'avez, effectivement, vous vivez dans une chambre de foyer. En plus, on vous donne en fait on vous donne des bons alimentaires. Ça veut dire qu'avec 450 €, vous ne vivez dans aucune grande ville française. Aucune. Vous vivez dans une chambre de foyer déjà subventionnée. Le SMIC en France, c'est dans les 1300 €. Un logement assez confortable à Paris, il faut aller chercher au-dessus de 1000 €. Ça veut dire qu'avec 1300 € en France, à Paris, vous ne fondez pas de famille. Vous n'allez pas en vacances. Vous ne vous offrez pas, en fait, comment je vais dire que vous n'allez pas au théâtre. Je ne parle même pas d'aller manger au moins une fois par semaine dans un bon restaurant. Donc, c'est ça le problème de la France. C'est-à-dire que avoir institué des minima sociaux, dont toutes les caisses sont déjà même pratiquement en faillite, et n'avoir plus une économie, comme l'a dit Maître Janvier Momo, qui peut répondre à ça? Parce que pour pouvoir donner ce 440 € à des chômeurs, le RSA, pour pouvoir donner ce SMIC, ce salaire minimum, qui n'existe pratiquement pas en Grande-Bretagne, eh bien, il faut être en croissance, il faut avoir une économie, effectivement, qui a une croissance. Ils sont à une croissance zéro. Vous le financez comment ça? Première question. Voilà les questions fondamentales. Deuxième question. Les hommes politiques français. Le général de Gaulle va remettre sur pied ce qu'on va appeler une échelle sociale, Bachir, où à la tête de cette échelle sociale, c'est pratiquement une centaine de familles. C'est eux qui ont accès à Sciences Po Paris, c'est eux qui ont accès à l'ENA. Ils s'apparient entre eux. M. Hollande a rencontré Mme Ségolène Royal à l'ENA. Ils font des enfants qui intègrent des grandes écoles. Polytechnique, vous allez voir Polytechnique en France, 99% d'enfants qui sont à l'école nationale supérieure de Polytechnique en France ont des parents qui ont été à l'école nationale supérieure de Polytechnique. Ils se coptent dans des conseils d'administration. Je suis au conseil d'administration de EDF, mon épouse est au conseil d'administration de Veolia, ma fille est au conseil d'administration. Voilà l'élite politique en France. Et cette élite politique est partie de 200 000 chômeurs en 1968, quand on chasse le général de Gaulle, à aujourd'hui 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres. Échec total. Donc nous pouvons recevoir des leçons de bonne gouvernance de tout le monde, mais pas d'eux. Pas d'eux. C'est-à-dire que nous, au NNP, on ne le supporte plus. On ne peut pas. Voilà le bilan des hommes politiques. Quand M. Célestin Djamène, militant du MRC, parti ultralibéral, soutient M. Macron, on comprend les connexions. Alors, je m'arrête là. En tout cas, il a dit qu'il le soutienne et qu'il ne le soutenait pas. Oui, je vais revenir. Je m'arrête là. Oui, d'accord. Modèle économique, choix économiques. Voilà les limites du tout libéral. Le rôle de l'État. Il faut désengager l'État. Mais quand on désengage l'État, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, les pans entiers de l'économie sont tombés entre les mains d'un certain nombre, en fait, de lobbies et de familles. Pareil, un exemple, Bachir, c'est 8 familles en France qui ont le monopole de l'agro-distribution en France et de la grande distribution. Famille Auchan, famille Casino, famille Carrefour, famille Leclerc, 8 familles. Je ne parle pas des petits distributeurs de quartier. Je parle de la grande et de la méga distribution. Bachir, voilà les limites. Autre chose, les choix sur la taxation.
entre taxer le capital et le travail, eh bien, ils vont faire le choix de taxer le travail. Ça veut dire que tout ce qu'on appelle la classe moyenne, les gilets jaunes là, c'est la classe moyenne. Est-ce que ça justifie le fait, l'appellation en tout cas, puisque c'est un peu ce que pensent ces gens-là, que le président Macron serait le président des riches? Mais le président Macron, il est porté par ce que je vous dis, il est porté par des familles. Ce lobby politique qui s'est accaparé les grandes écoles et qui s'apparie entre eux, et il est porté, et c'est par ce 440 en fait, à qui l'État, quand l'État va se désengager, l'État va remettre entre guillemets l'économie française. Macron appartient à cette famille-là. Voilà Macron, c'est-à-dire que Macron ne peut pas voir la vie autrement que de consolider cela. C'est aussi simple que ça. Et ces gilets jaunes-là, c'est entre guillemets la révolution du prolétariat. Quand on parle même de casseurs, mais Bachir, un casseur, c'est un Français. L'État français a le droit de lui trouver un travail, une deuxième chance, une formation. Monsieur N'Djamène nous parle de la grande richesse de la France et de ses acquis et de ceci. Mais pourquoi il ne donnerait pas une deuxième chance à un casseur? Elle pourrait lui donner une deuxième chance, une formation, un travail, la possibilité de se soigner. Eh bien, il ne deviendrait pas casseur. Eh bien, quand dans ta famille, vous avez un méga délinquant qui est votre enfant, eh bien, les responsabilités peuvent incomber aussi au père d'avoir assumé un mauvais encadrement à cet enfant pour qu'il devienne délinquant. Donc, le modèle économique là, c'est-à-dire que du rôle de l'État, de désengager l'État et de dire que c'est le marché qui va tout réguler. Mais le marché s'en fout des pauvres. Je vous donne un exemple. Monsieur Mittal, numéro 1 de l'acier dans le monde, il va partir de France, il va délocaliser, il va partir de France, alors qu'il faisait des bénéfices. Vous avez beaucoup de groupes en France qui lancent des plans sociaux, alors qu'en fin d'année, ils ont des bénéfices nets. Je vais plus loin. Les multinationales françaises, eh bien, en France, elles ne payent pas beaucoup d'impôts, alors que certaines ont jusqu'à 2000 filiales et gagnent de l'argent à l'extérieur. D'où ce concept de Mélenchon de créer un impôt universel. De dire que ces grands groupes français allons taxer les multinationales, les filiales qui sont ailleurs. Ça veut dire que Total ne serait-ce que dans la CEMAC à près de 450 filiales. Mais pourquoi on n'irait pas chercher l'argent là-bas? Vu que Total, quand vous regardez les bilans de Total en fin d'année en France, eh bien c'est à la limite 2 millions d'euros de résultats nets. Alors que c'est la première entreprise française avec pratiquement près de 30, 40, 50 milliards d'euros de bénéfices et de chiffres et de résultats nets. Voilà, donc c'est la révolution en quête de l'extrême droite française et ces gilets jaunes là en grande partie, et de l'extrême gauche française qui n'accepte plus être les dindons de cette farce. D'où les slogans du genre Macron démission, dissolution de l'Assemblée nationale. Et Maître a dit quelque chose d'intéressant. Macron n'aura pas de résultats pour ça. Il pourra faire tout son blabla. J'ai bien peur que ça contamine les étudiants. Si ça contamine les universitaires, ça contamine les étudiants, ça contamine d'autres corps sociaux, et ça en est terminé. C'est une dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai bien peur pour Macron qui n'arrive à la fin de son mandat. Est-ce qu'il doit monter encore au créneau? Est-ce qu'il doit monter au créneau? Mais on n'est pas monté au créneau. C'est-à-dire qu'il faut refaire l'architecture. C'est-à-dire qu'il faut dire aux chômeurs français qu'on ne te donne plus RSA. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens, Bachir. Vous ne pouvez pas rationner chez vous en allant emprunter chez le boutiquier. À un moment donné, le boutiquier vous explique, excusez-moi, est-ce qu'ils sont à 2000 milliards d'euros d'endettement? Et chaque jour, la France lève l'argent sur les marchés. Mais la France vivra comme ça jusqu'à quand? Je vous donne un dernier chiffre. L'industrie d'un pays comme l'Indonésie est largement plus performante aujourd'hui que l'industrie française. Je parle de l'Indonésie, d'un pays comme l'Indonésie. Et alors, qu'est-ce que Macron a comme solution? Eh bien, tout simplement, c'est qu'ils disent aux Français qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez souffrir comme nos frères africains. Il n'y a plus le choix pour vous. C'est dur. La situation est compliquée. Déjà, vous savez que Fillon avait dit au temps de Jérôme Chirac que les caisses sont vides. Sarkozy l'a rappelé rapidement en lui disant que le Premier ministre ne le dit pas. Mais M. Fillon avait eu le courage de dire que je suis à la tête d'un pays dont les caisses sont totalement vides. On ne gère pas une économie en gérant l'endettement, Bachir. Voilà en fait la situation de ces gilets jaunes-là. Et nous soutenons ce mouvement des gilets jaunes. Et ça doit faire réfléchir les peuples africains. C'est-à-dire que pour nous, les nationalistes, de dire que vraiment, s'attendre encore à avoir un bonheur avec la France. Ne rentrons pas dans la question que je voulais poser à Patient Pafendom. Donc là, ça, je crois que c'est sa chasse gardée.